Abdoulaye Sen, je suis chargé de modérer ce webinaire. Je voudrais remercier tout le monde d'être présent et nous souhaitons qu'il y ait davantage de personnes qui se connectent. Nous sommes pour le moment 17 personnes. Alors, comment le webinaire sera organisé? On va donner la parole aux deux panélistes. Chaque panéliste va intervenir pour une quinzaine de minutes et on va interagir avec eux en prenant au total, dans un premier temps, 10 interventions sur lesquelles ils pourront répondre. Je voudrais d'abord, avant qu'on ne commence, vous présenter Éric Toussaint, qui va être peut-être le principal intervenant, qui est le porte-parole du CADTM international, qui est un historien, un économiste et qui a travaillé sur les questions de développement et de dette depuis très longtemps. Mais je voudrais simplement dire deux expériences que je connais dans lesquelles il a participé et sur lesquelles probablement il pourra revenir. C'est un peu la Grèce en 2015 et aussi l'Équateur et peut-être d'autres expériences qui sont peut-être moins documentées que ces deux derniers. Sur l'audit citoyen de la dette, il a il a écrit un article avec CETIM en 2015 sur l'audit citoyen de la dette, expérience et méthode, Genève 2015. Il a publié aussi la commission sur la vérité de la dette grecque, capitulation entre adultes, Grèce 2015. Une alternative était possible, Paris 2020. Audit, annulation, une autre politique qu'il a co-publiée avec Damien Millet en 2012. Bon, en dehors de ça, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la dette, plus d'une quinzaine, plus d'une vingtaine. Et je crois qu'après peut-être cette rencontre, ceux qui sont intéressés peuvent aller dans le site du CADTM pour voir beaucoup d'articles aussi qu'il a écrits sur ça. C'est dire donc que c'est un sujet qu'il connaît et sur lequel, en tout cas, nous, en tant qu'initiateurs du processus d'exigence d'un audit citoyen de la dette au Sénégal, cela devrait nous aider un peu à asseoir la perspective qui est la nôtre. Donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Comme ça, il va intervenir. Et à sa suite, on va donner la parole à Abdoulaye Seck. Et ensuite, on va prendre les réactions et eux, ils pourront revenir. Donc, Eric, je vous passe la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être invité par vous et d'être présent à distance depuis le sud de l'Espagne où je me trouve pour le moment. J'ai eu l'occasion de venir au Sénégal à d'assez nombreuses reprises à partir de 1994, je crois que c'était la première fois. Et c'était notamment l'occasion de prise de contact avec des personnes qui ont créé le CADTM au Sénégal, notamment Bintassar, qui était dirigeante de l'association pour la promotion de la femme sénégalaise à Kaolack. Et d'autres personnes, et assez rapidement, Abdoulaye Sen lui-même, qui était syndicaliste dans le secteur de l'électricité à, à Dakar. Et, et donc, c'est un plaisir d'être avec vous et d'aborder la question de l'audit citoyen
dans le présent contexte sénégalais, c'est-à-dire dans une situation où toute une série d'organisations et de personnes dont vous êtes euh, mettent la pression pour obtenir des autorités qui ont promis la clarté sur les comptes publics et qui ont promis de grands changements, qui mettent la pression sur les autorités, une série d'associations de citoyens, pour effectivement transformer les paroles en actes. Et c'est évidemment extrêmement important que les citoyens se mobilisent, mais aussi qu'ils obtiennent, à partir du moment où l'exécutif, le gouvernement, et tant mieux si le Parlement s'y associe, ouvrait les livres de comptes et notamment ouvrait à des auditeurs délégués par les citoyens et à des organismes de l'État qui pourraient être toute une série de documents qui ne sont pas accessibles au public, notamment euh, la plupart des documents signés par le gouvernement avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale ne sont pas publics. On a la lettre d'intention du gouvernement au Fonds monétaire international. On a sur le site du Fonds monétaire international les rapports de mission. On a des communiqués de presse. Mais il y a justement, suite aux missions effectuées par le FMI ou par la Banque mondiale, il y a toute une série de rapports d'évaluation qui sont des mines d'informations. Euh, il y a bien sûr aussi, dans la mesure où le Sénégal euh, emprunte sur les marchés financiers et emprunte à des créanciers bilatéraux, il y a aussi euh, toute une série de documents, soit au ministère des Finances, et qui sont importants. En même temps, même si on n'a pas accès à ces documents, on peut parfaitement, comme citoyen et citoyenne, à partir de ce qui est accessible publiquement, à partir des articles de presse, à partir de recherches sur la manière dont des titres ont été vendus sur les marchés, il faut chercher et trouver les sites spécialisés qui rendent compte des notes attribuées au pays comme le Sénégal euh, et qui donc rendent aussi des rapports d'évaluation. Il y a toute une série de documents qui permettent de procéder à une partie de l'audit. Une autre partie de l'audit, c'est analyser l'impact sur, on va dire, l'exercice des droits humains fondamentaux, les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, protégés par des pactes internationaux auxquels le Sénégal a adhéré et auxquels les créanciers du Sénégal sont tenus de les respecter, euh, analyser donc l'impact sur la population sénégalaise des politiques financées notamment par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Parole maintenant. Non, 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 il faut continuer parce que là, il y a eu tellement de... Là, on n'a pas compris une bonne partie de votre intervention.
Donc, peut-être si vous pouvez faire, quand vous parlez un peu des conditionnalités du FMI, de la Banque mondiale, je crois que c'est à partir de là que c'est venu. D'accord. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, manifestement. On demande à ceux qui n'interviennent pas de couper leur micro. Ok, donc je poursuis. J'étais en train de dire que c'était très important de réaliser un audit intégral de la dette qui ne se limite donc pas à analyser les taux d'intérêt, les montants réellement versés, les montants empruntés, les montants remboursés, mais qui analyse donc quel est l'impact sur la vie des Sénégalais et des Sénégalaises, sur l'économie du pays, des politiques dictées par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, par les créanciers bilatéraux regroupés dans le Club de Paris. Parce que, comme vous le savez, le Club de Paris, euh, avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, se mettent d'accord lorsqu'il y a restructuration de la dette d'un pays, et le Sénégal est passé par des processus de restructuration, il y a à chaque fois des conditionnalités imposées par les différents pays. Les différents créanciers imposent des privatisations, imposent l'ouverture du marché, demandent au fonds ou des modifications dans le code du travail, dans le code d'investissement, dans le code forestier. Et tout ça a un impact, et généralement tout à fait négatif, à la fois sur les conditions de vie des populations et sur l'économie du pays. Ce qui fait que le pays est obligé de continuer à s'endetter. Et principalement, il s'endette pour rembourser les dettes antérieures. Et évidemment, tout le monde ici présent est bien conscient que s'ajoute à cela, dans le cas du Sénégal des dernières années, les fameux 7 milliards de dollars identifiés par le Fonds monétaire international comme une dette cachée. Ce qui est absolument, je dirais, inadmissible de voir le FMI dire on découvre une dette d'un tel montant qui était cachée, alors que le FMI réalise constamment des missions et a accès au ministère des Finances et aux données de la Banque centrale. Donc, la responsabilité du Fonds monétaire est tout à fait engagée. Donc, pour terminer, je dirais que votre initiative est vraiment très importante parce que il faudrait réussir à prendre les autorités au mot et leur dire, vous voulez la transparence, donnez à la société civile et à toute une série de personnes qui sont dans les institutions de l'État et qui veulent faire la clarté, donnez-nous les moyens de le faire. Et les moyens, c'est surtout l'accès à l'information, c'est aussi mettre en rapport la société civile avec la Cour des comptes et lui donner un accès total aux données et à des rapports, la partie des rapports de la Cour des comptes qui ne sont pas publics. Donc, je pense que vous avez, comme on dit, énormément de pain sur la planche et qu'on sera toute une série de personnes autour de la planète à essayer d'apporter notre soutien moral, à signer des déclarations en faveur de vos demandes et à vous transmettre
des expériences, parce que c'est pas en un quart d'heure ou en 20 minutes et dans les conditions d'écoute qu'on vient d'avoir maintenant qu'on peut vous transmettre valablement ce qui est une formation nécessaire. Et bien sûr, il y a la lecture, comme Abdoulaye Sen l'a indiqué, il y a toute une série de documents écrits, il y a les rapports qui ont été réalisés sur l'audit de la dette de l'Équateur, sur l'audit de la dette de la Grèce, et il y a chaque fois donc des éléments d'audit réalisés préalablement qui peuvent être transférés, adaptés à vos réalités locales. Donc ne vous dites pas que la Grèce est un pays totalement différent, que l'Équateur est un pays totalement différent et que il n'y a pas d'enseignement à tirer. Non, en fait, il y a beaucoup d'enseignements à tirer des expériences antérieures concernant d'autres pays, parce que une partie des acteurs sont les mêmes, notamment le Fonds monétaire international, qui était un créancier très important de l'Équateur, un créancier très important de la Grèce et qui est un créancier très important du Sénégal. Et donc, je vous souhaite plein d'énergie, du courage et je répète, on vous soutiendra. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Eric. C'est dommage qu'une partie de l'intervention, comme vous l'avez dit, malheureusement qu'il y ait eu des problèmes de son. Mais globalement, quand même, je pense que on a entendu en fait ce que vous avez dit. Et je crois que les points essentiels, c'est de montrer que la responsabilité, en tout cas du FMI, dans ce qui se passe est une réalité. Et je pense qu'un audit nous permettrait de voir cela de façon beaucoup plus précise, en accédant surtout à l'ensemble des données qui ne sont pas, entre guillemets, publiques. Bon, donc avec la question du temps, je vais redonner la parole à Abdoulaye Seck, qui est un économiste qui est au Canada, qui est membre de FRAP et qui enseigne, qui est plutôt économiste-chercheur à l'École nationale d'administration publique du Québec. Bon, tout dernièrement, je crois qu'il a participé à écrire un article sur la dette actuelle du Sénégal pour dire qu'il faut refuser le remboursement systématique de la dette illégale. Donc, sans plus tarder, on va lui donner la parole pour qu'il puisse aussi intervenir sur cette question. Je pense à la suite de ça, nous pourrons réagir pour avoir des retours interactifs. Je pense que c'est le but un peu de l'exercice, quoi. Sec, voilà, vous avez la parole. Je demande à Diagne de fermer son micro. Diagne Maktar. Merci beaucoup, Abdoulaye Sen. Donc, je commence tout d'abord par remercier Éric Toussaint pour la qualité de son intervention et aussi pour ses nombreuses contributions au profit des pays du Sud global, donc en ce qui concerne les questions liées à la dette et à l'ordre financier international aussi. Donc, c'est le moment aussi d'encourager et de féliciter l'ensemble des membres de ce comité d'initiative pour toutes les actions posées, donc pour pouvoir porter plus haut le plaidoyer de la mise en place d'un comité d'audit citoyen de la dette au Sénégal. Oui, je pense que Eric est revenu globalement sur l'importance d'un audit citoyen de la dette. Maintenant, peut-être nous allons revenir sur le cas précis du Sénégal, donc revenir aussi sur ce contexte qui est un peu délicat, parce qu'actuellement, nous sommes en train de vivre une crise de la dette au Sénégal. Donc, il faut nommer bien les choses. C'est une crise de la dette en réalité. Et pour illustration, donc, nous pouvons dire qu'entre 2026 et 2028, le Sénégal doit payer 14 870 milliards au titre du service de la dette, pour montrer l'ampleur de la situation. Déjà en 2026, si vous prenez le total des ressources internes du Sénégal, donc c'est près de 5 400 milliards de francs CFA. Donc au même moment, donc, le service de la dette pour l'année 2026 toujours est projeté à près de 5 500 milliards de francs CFA. Donc pour vous montrer que véritablement, donc, l'État n'aura pas suffisamment de marge de manœuvre pour investir dans l'éducation, la santé, le logement, etc.
Et aussi, si vous regardez bien le document qui parle de la stratégie de dette du Sénégal 2026-2028, il est dit que, par exemple, d'ici l'année prochaine, donc 15% de la dette, du stock de la dette, donc, va arriver à échéance. Donc, c'est un ensemble qui montre qu'actuellement, le Sénégal est en train de vivre une crise de la dette et il nous faut donc sortir des sentiers battus pour pouvoir proposer des alternatives crédibles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Au Sénégal, c'est clair que nous avons eu une alternance en avril 2024 et conformément à la loi donc, portant le Code de transparence des finances publiques de 2012, qui fait suite justement à la décision de l'UEMOA de 2009, donc c'est le règlement 2009 de l'UEMOA, donc qui demandait à tous les États d'internaliser ces dispositions. Et le Sénégal, justement, a procédé ainsi en 2012. Donc, le code portant transparence des finances publiques donc, dit justement que tout nouveau régime doit procéder à un audit exhaustif des finances publiques et de l'endettement. Donc, c'est clair que c'est en 2024 qu'on a eu l'occasion d'expérimenter pour la première fois cet audit inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Donc, le régime, en septembre 2024, donc, a terminé son audit donc, par le biais de l'Inspection générale des finances, l'IGF. Et justement, le 26 septembre 2024, donc, ils ont fait une conférence de presse pour communiquer les résultats qui sont dans ce rapport-là. Et en 2024, déjà, le gouvernement, par exemple, projetait un endettement de 84% du PIB, contrairement à ce que l'ancien régime avait déclaré, qui était en deçà de cela. Mais véritablement, donc, nous sommes allés jusqu'en février 2025 et c'est là où véritablement la Cour des comptes, qui est un corps de contrôle, donc, a sorti son rapport de certification. Et la Cour des comptes est allée beaucoup plus loin parce que le gouvernement tablait sur un ratio, par exemple, à fin 2023, un ratio dette sur PIB de 83%, 83-84%. Mais justement, la Cour des comptes est allée jusqu'à 99%. Donc, parce que la Cour des comptes est allée beaucoup plus loin. Et aussi, je tenais juste à appeler une chose qui est très importante aussi pour ce comité. Pourquoi est-ce que nous devons faire un audit citoyen de la dette? Malgré ce travail acharné de la Cour des comptes, la Cour des comptes a affirmé que les données ne sont pas exhaustives et les données sont incomplètes. Donc, la Cour des comptes n'a pas pu véritablement. Et ceci va être confirmé plus tard lorsqu'on va suivre la chronologie par le fameux rapport Mazars. Donc, en 2025, donc, la Cour des comptes a dit que la dette est à 99% du PIB, 99,6% du PIB. Et qu'est-ce qui était à l'origine? Donc, déjà, nous avons vu que véritablement, donc, de 2019, déjà, la période qui a été étudiée, donc, c'est de 2019 au 31 mars 2024. Donc, la Cour des comptes a dit qu'en réalité, donc, nous avons violé les dispositions légales et réglementaires en matière de dette publique. Déjà, comme vous le savez, au Sénégal, nous avons la loi de 2020 relative aux lois de finances qui dit qu'en réalité, c'est le Parlement qui doit autoriser tout endettement de l'État central. Donc, en réalité, de 2019 à 2024, donc, cette dette qui est étudiée, donc, en réalité, n'a pas été validée par l'Assemblée nationale, aussi bien par les lois de finances que les lois de règlement. Donc, quand on parle de loi de finances, il y a la loi de finances initiale, il y a aussi la loi de finances rectificative. Et aussi, les dispositions réglementaires aussi ont été violées parce que aussi, nous avons le règlement général relatif à la comptabilité publique du Sénégal, donc de 2020 toujours, qui dit toujours aussi que les emprunts aussi doivent être autorisés par l'Assemblée nationale. Donc, nous pouvons en réalité dire que la dette qui est incriminée par la Cour des comptes, déjà, est une dette illégale. C'est ce que j'ai dit dans mon article. Pour le moment, nous pouvons dire que c'est une dette illégale. Parce que si on parvient à mettre en place un comité d'audit citoyen de là, je vais y revenir. Donc, lorsque le comité va livrer ses recommandations, personnellement, déjà, ce que je crois, donc la terminologie va évoluer. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'en réalité, c'est une dette odieuse. Mais c'est prématuré à cette étape. Mais à l'état actuel, nous pouvons dire que c'est une dette illégale. Donc, les termes sont très importants aussi dans ce sens-là. Et la Cour des comptes, justement, a montré que, par exemple, aussi bien la direction de la dette publique que la direction de l'ordonnancement de la dette publique n'avaient pas ces dettes en réalité dans leur livre. Et qu'est-ce qui compose cette dette en réalité? Donc, cette dette est composée principalement de la dette bancaire intérieure. C'est composé principalement de la dette bancaire intérieure, parce que quand on parle de la dette bancaire intérieure aussi, il y a des sous-composants, il y a les crédits directs déjà, il y a aussi ce qu'on appelle les certificats nominatifs d'obligation, il y a aussi les substitutions de débiteurs. Donc, principalement, ce qui pose problème, ce sont ces trois-là. Donc, les crédits directs, les certificats nominatifs d'obligation et aussi ce qu'on appelle les substitutions de débiteurs. Les crédits directs, c'est directement les ententes avec les banques pour financer des projets précis. Les crédits nominatifs d'obligation, donc appelés communément CNO, donc ce sont en réalité des conversions de dettes, donc au profit de, ce sont des reconnaissances de dettes du moins au profit d'entreprises privées. Et par exemple, ne serait-ce que pour ces CNO,
ça nécessite déjà ce qu'on appelle un comité d'audit citoyen de la dette. Parce que je vous donne juste, par exemple, des illustrations. La Cour des comptes a montré que durant la campagne électorale, en pleine campagne électorale, donc en mars 2024, donc entre le 24 et fin mars 2024, 25 CNO ont été émis. Donc 25 CNO ont été émis durant la campagne électorale. Et juste pour vous dire, par exemple, les entreprises qui sont bénéficiaires de ces CNO, par exemple, il y a 2 grosses entreprises actuellement, donc leurs patrons sont en prison. Donc leurs patrons sont actuellement en prison. Donc suite véritablement à l'audit qui a été mené par le pôle judiciaire financier. Donc pour vous montrer que pour le moment, il y a des soupçons qui peuvent légitimer la mise en place d'un comité d'audit citoyen de la dette. Et d'ailleurs, à la page 40 du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes informe que, par exemple, ne serait-ce que pour les CNO, la Cour ne saurait attester de l'effectivité de ces prestations. La Cour ne saurait attester de l'effectivité. Déjà, ça montre que quand on parle d'audit citoyen de la dette aussi, on interroge l'impact et aussi la destination des fonds. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez alarmant. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les substitutions de débiteurs. Les substitutions de débiteurs, d'habitude, c'est lorsque l'État, par exemple, veut garantir la stabilité du système bancaire local. Donc, lorsqu'il y a des problèmes avec les fonds propres et tout, donc l'État vient derrière pour pouvoir compenser. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que même pour les substitutions de débiteurs, il y a des magouilles. Parce que, par exemple, la Cour a montré que, par exemple, certaines substitutions de débiteurs ont été transformées en CNO, illégalement, ont été transformées en certificats nominatifs d'obligation. Donc, pour vous montrer qu'il y a un ensemble d'irrégularités qui a été véritablement relevé par la Cour des comptes en ce qui concerne la dette bancaire intérieure, qui doit justement interpeller tout démocrate, qui doit interpeller tout citoyen, parce que comme le dit d'habitude Eliman, donc l'article 25.3 de la Constitution dit clairement que la population a le droit de défendre la patrie et de préserver les intérêts des générations futures. Il va de nos responsabilités pour pouvoir apporter la lumière sur ce qui s'est passé. Donc c'était en février 2025, donc la Cour des comptes a sorti cela. Et lorsque nous sommes arrivés vers si ma mémoire est bonne, vers juin, c'était avant juin, mai. Donc le rapport Mazars, par exemple, est revenu pour montrer qu'en réalité, en fin 2023, la Cour des comptes disait qu'on était à 99,6% du PIB. Mais par exemple, le rapport Mazars, malheureusement qui n'est pas encore disponible, mais le rapport Mazars, suivant leur dernier rapport sur la situation économique du ministère de l'économie, qu'il a confirmé dans la rubrique dette publique, ils ont dit que par exemple en 2023, en réalité, donc le ratio dette sur PIB était de 111% en 2023. Donc nous avons quitté 84% pour arriver à 99%. Et ensuite, Mazars dit que pour le moment, nous en sommes à 111% à fin 2023. Donc ça veut dire qu'actuellement, les données sont incomplètes. Et au fur et à mesure, il y a des informations nouvelles qui sont ajoutées. Ce qui donne la consistance justement, l'importance de mettre en place un comité d'audit citoyen de la dette qui va revoir l'ensemble des conventions. Parce qu'il faut savoir que aussi l'endettement, ce sont des conventions. Ce sont des contrats de prêt. Et ces contrats de prêt donc, doivent être étudiés par un ensemble d'experts de ce champ, donc, qui sont issus de différentes obédiences et aussi de différentes structures sociales pour pouvoir étudier ce qui se passe. Donc, ça veut dire que c'est ce contexte-là. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. Au Sénégal, il y a des non-dits, il y a une dette qui a été révélée, une dette illégale pour le moment, comme je l'ai dit, une dette illégale qui a violé les dispositions légales et réglementaires. Et ensuite, nous avons vu que même en ce qui concerne ces dettes-là, il y a des irrégularités en ce qui concerne la destination de ces fonds-là. Donc, ce qui veut dire que donc, quand on parle d'audit citoyen de la dette, la première des choses déjà, c'est de faire comprendre à la population la force du peuple. En réalité, on doit faire transiger le débat on doit faire transférer ce débat technocratique vers un débat social en réalité. Le débat doit être social. Les masses populaires doivent s'en accaparer pour pouvoir montrer eux aussi qu'ils ont le mot à dire parce qu'in fine, c'est eux qui payent le service de la dette. Donc, ce sont les populations qui payent le service de la dette. Soit ils payent directement le service de la dette, soit ils consentent aussi des efforts parce que quand on limite les dépenses publiques, quand on annule les dépenses publiques en lien avec la santé, l'éducation, les enjeux, donc c'est eux aussi qui vont en pâtir. Donc les droits humains sont importants. Et aussi, dans ce cas sénégalais, ce qu'il y a lieu aussi de mettre en avant pour montrer toujours l'importance d'un audit citoyen de la dette, c'est que, pourquoi je dis que, moi personnellement, je dis que c'est une dette odieuse. Là, c'est ma responsabilité personnelle parce que aussi, il y a la théorie de la dette odieuse, hein,
qui dit que, par exemple, une dette qui est contractée contre l'intérêt du peuple, et aussi les créanciers doivent aussi savoir que c'était contre les intérêts du peuple. Mais moi, personnellement, par exemple, il faut savoir que aussi, cette dette a été contractée durant une période où il y avait une répression sanglante au Sénégal. Attention, il y avait une répression sanglante au Sénégal qui a coûté, selon Amnesty International, selon les chiffres d'Amnesty International, plus de 60 morts au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a lieu d'éclairer les lanternes. Où est allé l'argent de cet endettement en réalité? Est-ce que cet endettement a servi à financer des projets ou bien cet endettement a participé à la répression sanglante qu'il y a eu au Sénégal? Et même si cet endettement a servi à financer des projets, est-ce que ces projets ont un impact réel sur les populations? Donc, toutes ces questions doivent être répondues par un comité d'audit citoyen de la dette qui doit regrouper, donc de préférence, les services de l'État. Donc, parce que normalement, comme l'exemple de l'Équateur, vous l'avez si bien rappelé tantôt, c'est Raphaël Correa lui-même qui a pris le décret, qui a mis en place le comité d'audit citoyen de la dette. Donc, il avait inclus les services du ministère de l'Économie, ministère des Finances, les corps de contrôle. Il y avait des experts aussi bien nationaux et internationaux, dont justement Éric Toussaint. Et aussi, il y avait les représentants de la justice et tout, les centrales syndicales. Donc, c'est pourquoi je me réjouis aussi du fait que, par exemple, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal fait partie justement de cette initiative-là. C'est très important. Et nous devons élargir cette initiative aux autres centrales syndicales et aussi aux autres syndicats. Par exemple, les syndicats étudiants et consorts. Parce qu'on doit faire comprendre au peuple en réalité que pour le moment, on ne prend pas en considération vos préoccupations parce que le service de la dette est lourd. Le service de la dette est lourd. Donc, 14 870 milliards entre 2026 et 2028, normalement, ça pouvait servir à financer d'autres projets de développement. Donc, nous devons politiser cette situation, nous devons socialiser cette situation-là pour faire comprendre à la population qu'en réalité, la dette est un outil de domination. Ça aussi, c'est un aspect important. La dette est un outil de domination. Nous ne devons pas accepter systématiquement, c'est pourquoi j'ai dit dans mon article, refuser le remboursement systématique de la dette illégale. Nous ne devons pas accepter les éléments de langage du système capitaliste international qui dit que si vous ne payez pas, par exemple, on va vous exclure des marchés internationaux. Si vous ne payez pas, par exemple, vous aurez des problèmes politiques, le chaos, l'instabilité et tout. Nous, on doit savoir que notre force doit résider à mobiliser le peuple en réalité. Et ce comité, par exemple, pourra permettre à l'État d'avoir des arguments valables pour défendre ses intérêts devant les bailleurs. Que ce soit les bailleurs et là, par exemple, en ce qui concerne l'exemple du Sénégal, pour être concret, ce sont des créanciers privés, parce que c'est la dette bancaire locale. Donc, nous avons en face de nous des créanciers privés. Il n'est pas impossible de réussir cela. L'Équateur avait en face des créanciers privés internationaux, avec des eurobonds de 2012 et de 2030. Nous avons en face de nous donc des créanciers qui sont résidents du Sénégal. Donc là, nous pouvons donc réussir cette mission-là, mais il suffit juste donc de s'organiser, de mettre en place ce comité d'audit citoyen de la dette, étudier l'ensemble des conventions de dette du Sénégal, relever la part illégale, la part illégitime, la part odieuse, et ensuite justement formuler des recommandations, rendre le document public, et ensuite permettre à nos autorités de s'en servir pour éventuellement faire des poursuites, libérer des marges de manœuvre, parce que ce qui est dommage, je vais terminer par là, ce qui est dommage au Sénégal, c'est que pour le moment, le débat sur la dette n'est pas assez posé. Parce que là, l'Assemblée nationale s'en va pour la loi de finances initiale 2026. Ils ont déjà terminé les travaux en commission. Donc là, aujourd'hui, ils se sont réunis pour établir le calendrier des plénières. Mais ce qui est dommage dans ce projet de loi de finances initiale 2026, c'est que l'Assemblée nationale, déjà après avoir régularisé le montant de la dette dite cachée dans la loi de finances rectificative 2025 sans véritable débat, ça c'était très surprenant. Que les députés n'avaient pas en réalité saisi que dans la LFR 2025, donc ils avaient régularisé au niveau du tableau des opérations financières de l'État, TOF, la dette dite cachée. Mais après régularisation, dans la loi de finances initiale 2026, il est mentionné que l'État du Sénégal, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je pense que tu as ouvert ton micro. Donc, dans la loi de finances initiale 2026, donc l'État du Sénégal a prévu un remboursement de 16... Moustapha. Les niveaux insoutenables. L'exemple de l'homme du foyer de Virginia Woolf. Elle veut résister à ces injonctions. Elle n'a pas voulu les excuser, mais elle voit dans la compassion. Oui. Ben, il faut fermer les micros de ceux qui n'interviennent pas.
Donc, je disais qu'actuellement, dans la LFR, dans la LFI 2026, si vous allez au tableau service de la dette prévisionnelle, il y a une ligne où il est écrit, par exemple, dans la sous-rubrique dette intérieure, il est écrit dette bancaire Mazars. En réalité, c'est la dette bancaire attestée par le rapport Mazars. Et déjà, les députés, ne serait-ce que pour le fait que le rapport Mazars n'a pas été rendu public, ils ne devaient pas accepter pour le moment de voter ce montant-là. Ça, c'est la première des choses. En termes de transparence et de responsabilité des élus, ce rapport n'a pas été rendu public. Donc, pour le moment, ils ne doivent pas voter des lignes budgétaires pour ce rapport. Et deuxièmement, donc, c'est 516 milliards qui a été prévu au titre du service de la dette en lien avec la dette bancaire intérieure pour l'année 2026. Donc, là, je pense qu'à cette étape, c'est prématuré. C'est très prématuré pour l'État du Sénégal de procéder à un remboursement de cette dette illégale, sans contestation, c'est une dette illégale. Et d'ailleurs, justement, je pense que donc, les députés ont une responsabilité historique. Donc, les députés, déjà dans cette initiative, je pense qu'il y avait quelques députés qui avaient signé notre tribune. Et j'ose espérer que le jour des plénières, ils vont véritablement porter la voix du peuple pour dire qu'en réalité, pour le moment, il est très prématuré de procéder à ce remboursement. L'heure est à la discussion, l'heure est à la mise en place d'un comité d'audit citoyen de la dette, l'heure est à la constitution des personnes qui doivent être dans ce comité d'audit citoyen de la dette pour pouvoir formuler des recommandations qui vont nous permettre justement à la sortie de faire un consensus national, de transcender nos clivages, de défendre l'intérêt du Sénégal et pour pouvoir justement, à partir de ce moment, savoir si on va refuser, si on va payer une partie, si on va payer la totalité, ou bien si l'État va suspendre. Donc, il y aura plusieurs scénarios. Au cours de la discussion, peut-être on va y revenir. Eric aussi pourra donner son expérience internationaliste. Mais c'était l'objet, la quintessence de mon intervention pour montrer qu'en réalité, nous sommes en train de vivre une crise de la dette et il nous faut aller rapidement vers cette taux de citoyen de la dette. Merci Abdoulaye. Je crois que tu l'as dit, on est dans une crise de la dette. 14 800 milliards à payer d'ici 2028. Est-ce que c'est soutenable? C'est donc une question de fond. Deuxièmement, je crois qu'il y a aussi des questions d'actualité. On avait lors de la conférence de presse de lancement soulevé effectivement les 516 milliards qui étaient dans la LFI donc 2026. Et je crois qu'au-delà du plaidoyer que nous sommes en train de faire, il faudrait effectivement qu'on puisse être plus véhément sur cette question et qu'on interpelle le Parlement sur cette question en parallèle avec la demande de la mise en place d'un comité d'audit de la dette. Donc vraiment, merci bien. C'est une excellente intervention qui vient donc compléter celle d'Éric. Nous allons donner la parole à ceux qui la demanderont pour qu'il y ait donc cette interaction qui va nous permettre véritablement d'en sortir beaucoup plus déterminé et avec un agenda qui nous permettra de mettre en place effectivement cet audit parce que nous allons mettre tout en œuvre pour que la pression puisse opérer au niveau des autorités. Alors, qui demande la parole? On gère le temps et on essaie donc de faire dans l'efficacité parce que nous avons 2 heures chrono. On pense quand même que l'essentiel peut être dit là-dessus. Donc, je vais prendre ceux qui veulent réagir. Ils peuvent réagir, lever la main, on leur donne la parole. Et je demande à Ben de veiller un peu sur les micros de ceux qui n'interviennent pas pour qu'il n'y ait pas de bruit ou des interférences lors des interventions. Donc, on demande, ceux qui veulent intervenir, on va leur donner la parole. Solange Koné veut intervenir. Ben Solange, on vous donne la parole en attendant que les autres se manifestent. Après, c'est Momodouba. Bon, Ben, je te laisse gérer un peu la file d'attente, la file des intervenants. Ok, pas de souci. Solange, voilà, c'est une camarade de la Côte d'Ivoire qui est aussi du réseau CADTM. Bonjour, bonsoir Solange. Merci de votre participation, on vous écoute. Bonsoir les camarades participants, bonsoir aux 2 intervenants.
Je viens de rentrer d'un long voyage du nord de la Côte d'Ivoire à Abidjan, mais compte tenu de l'intérêt et de l'importance de ce sujet, je ne pouvais pas ne pas y participer. Et donc, je voudrais saluer mes collègues qui ont eu l'initiative de cette, comment on appelle ça, de cette réunion-là. Mes collègues Sen, bonsoir, on se connaît bien, ainsi que bien d'autres encore. Donc, vraiment, je me réjouis de cela. Je me réjouis pour deux raisons. La première, c'est que c'est depuis 1990 que nous militons pour les questions de dette. Nous sommes partis du CADTM qui voulait dire. C'est pas porté sur toi pour être président de l'Assemblée nationale. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Ah, Oui, ok. oui. Donc, nous sommes partis du principe que nous voulions l'annulation des dettes du tiers-monde. Et chemin faisant, nous avons vu qu'il fallait peut-être canaliser notre demande et nous sommes aujourd'hui sur la question des dettes illégitimes. Entre-temps, c'est du chemin qui a été parcouru entre les différentes rencontres auxquelles nous sommes allés et tout. Nous avons beaucoup appris et entendu et beaucoup appris. Il est temps, de mon point de vue, que tout cela se traduise par du concret pour le Sud global. Le Sud global avec l'Afrique en tête. Donc, mon deuxième intérêt, c'est que justement, tout ce parcours que nous avons fait et qui aujourd'hui est en train d'être un parcours qui aboutit sur des pistes de travail, que ce parcours-là, qu'on ne manque pas à ces rendez-vous-là. Donc, c'est important que la question de la dette cachée du Sénégal nous ouvre de nouvelles portes sur comment nous allons progresser en tant que CADTM. Je prends la parole en premier parce que vous connaissez, hein, vous lisez dans les médias la question de la dette de la Côte d'Ivoire. Hein, dette qu'on banalise, non, c'est rien, on a fait ci, on a fait ça. On a beaucoup à faire, on a beaucoup à traiter pour que la question de la dette dans nos différents pays soit maîtrisée par nous-mêmes. Beaucoup de choses se passent, mais on ne fait rien, on ne cherche pas à vraiment aller en profondeur pour comprendre le sujet et justement adapter nos réactions à cela. Voilà la question de récemment, c'était les pays qui étaient pas en mesure de payer les dettes, comme le Ghana. Nous avons fait une seule réunion et puis plus rien. Et ça continue. Il y a le Nigeria et d'autres situations que nous connaissons tous. Que la situation du Sénégal soit le départ pour nous, pour qu'on entame vraiment des travaux de recherche, de produire des évidences, de produire des éléments qui vont nous permettre d'aller vraiment vers ce que nous devons faire, c'est-à-dire amener nos gouvernements à rendre compte aux communautés. Amener nous, de la société civile, à bien comprendre le sujet de la dette. Je crois que ce sont ces deux, trois éléments-là sur lesquels le sujet que nous sommes en train de traiter ce soir va aboutir. Je voulais faire ces commentaires et dire que je suis totalement partante en tant que militante pour le pays de la Côte d'Ivoire, mais surtout en tant que militante CADTM Afrique et CADTM International. Il faudrait qu'on trouve des solutions pour voir comment est-ce qu'après cette réunion-là, on peut justement ouvrir la lucarne. C'est vrai que l'étude va se faire, mais si l'étude se fait, comment est-ce que les autres pays participent? Comment est-ce qu'on prend ensemble les résultats? Comment est-ce qu'on les traduit ensemble pour que ça soit comment on appelle ça, une portée d'ensemble, même si ce n'est pas pour toute l'Afrique, mais au moins l'Afrique de l'Ouest. Mais je vois Luc Mukendi qui est là et je pense que ça va être
quelque chose qui va être porté par toute l'Afrique. Donc, je voulais dire cela et dire que vraiment, nous sommes interpellés et nous devons y aller. Merci beaucoup. Merci, merci Solange. Merci Solange. Mamadou Ba a la parole. Merci, Allô? merci mon frère. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je voulais d'abord remercier Eric et Elhadj Abdoulaye pour leur introduction. Et j'ai 2 à 3 questions très brèves. Pour Eric, particulièrement, je voudrais qu'il revienne un peu sur quel enseignement tirer des audits de la dette de la Grèce et de l'Équateur qui peuvent être utiles à la situation sénégalaise. Est-ce qu'il peut revenir là-dessus? Et aussi, est-ce qu'il peut revenir sur comment est-ce qu'on peut responsabiliser le FMI dans notre démarche? Pour ce qui est de Abdoulaye, j'ai une question qui est plutôt une préoccupation. C'est de savoir comment faire pour créer une conscience collective sur la nécessité d'une appropriation populaire de l'urgence d'un audit de la dette, étant donné la complexité technique du débat. Ne faudrait-il pas donc d'abord traduire de façon simple tous les aspects de la question afin de rendre accessible la question aux couches populaires? Merci. Merci. Balamoumam Saliou, vous avez la parole. Oui, bon. Pardon, bonjour à toutes et à tous. Et je vous remercie. Je m'appelle Balakouma, je suis docteur en sciences économiques. Et j'ai malheureusement raté en fait la première intervention, mais j'ai regardé avec intérêt en fait l'économiste Ablasek, que je connais par ailleurs. Et je suis totalement d'accord avec la plupart en fait des arguments que vous mettez sur la table pour l'audit citoyen de la dette. Mais en fait, des fois, en fait, je ne comprends pas. Par exemple, en fait, quand vous dites que la dette du Sénégal en fait n'est pas légale, et c'est qui définit en fait la légalité de la dette? Parce que dans le rapport de la Cour des comptes, et d'ailleurs le seul rapport qui est disponible, en fait, on ne parle pas de légalité ou de non-légalité. Et donc c'est une question que je voulais vous poser. L'autre question en fait, est-ce que vous ne pensez pas que les fondements en fait du travail en fait que vous voulez faire en fait, est-ce qu'on ne doit pas commencer par exiger la publication du rapport en fait, du cabinet Machar, en fait, qui a fait augmenter la dette du Sénégal de 99% selon la Cour, selon en fait, la Cour en fait, des comptes en fait, à 119%. Et sachant que, parenthèse, les 119%, en fait, c'est la banque, la banque, en fait, Barclays, en fait, qui nous avait dit, en fait, en début 2025, je pense, en fait, que la dette publique du Sénégal tournerait autour de 119%. Donc, c'est pas le cabinet Matar, en fait, qui nous a dit, en fait, en premier, le ratio. Or, dans le rapport, en fait, de la banque, il y a pas mal de réserves, en fait, parce que la banque, en fait, a pris l'encours de la dette de 2024 qu'elle a divisé par le PIB de 2023. Et or, la croissance du Sénégal en 2024 n'était pas nulle, en fait, ne peut pas être nulle. Donc, le ratio de 119%, moi, en fait, je le contestais à l'époque. Et quand le cabinet Matar, quand certains disent que le cabinet Matar, en fait, a montré que le ratio de la dette est de 119% pour 2024 et 111% pour 2023, est-ce qu'on ne doit pas commencer par demander la publication de ce rapport? Parce que c'est quand même, en fait, le futur en fait, du Sénégal, en fait, qu'on a mis en, fait, en jeu. Or, et l'autre chose, je vais terminer par là pour ne pas être long. Et en fait, lorsque j'ai vu, en fait, dans le projet de loi, il y a en fait, je pense, 500 millions ou milliards, non, qui dit que c'est un remboursement en fait, de la dette qui vient en fait du rapport Mazars. Or, ce rapport n'est pas public. Est-ce qu'on ne doit pas commencer par demander la publication de ce rapport? C'est la principale question que je voulais poser. Et par ailleurs, je vous remercie quand même pour l'initiative. Hein, et que moi, je n'étais pas convaincu pour l'importance en fait, de l'audit, mais lorsque je vous ai vu en fait mettre sur la table en fait
pas mal d'arguments en fait, qui prouvent que c'est quelque chose en fait, qu'on doit faire et que là, je suis convaincu que c'est nécessaire de faire le travail que vous voulez faire. Bon, je vous remercie encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Bala. Bakary, vous avez la parole. Bakary Dabo. Bakary, ouvrez votre micro. Voilà. Bakary? Ben, s'il ne réagit pas, Ben, il faut passer à un autre. Hein. Oui, il n'y a personne d'autre, mais moi, je voulais bien réagir, par contre. Allez-y, allez-y. Oui, moi je suis... D'abord, il est là, Bakary? Non. Non, moi, je remercie d'abord vraiment les deux intervenants qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de notes, d'ailleurs. Je viens de parvenir. Bon, je viens de parvenir. Voilà. Allez-y, Bakary. Voilà, allez-y, moi, je ne vais pas être long. Je voudrais d'abord me réjouir vraiment de cette initiative-là. Et remercier tout le monde. Mais Monsieur Abdoulaye, j'avoue que j'ai encore appris davantage sur cette dette dont on nous parle. Et dorénavant, moi, je l'appelle dette odieuse et dette illégale. Moi, j'estime qu'il y a une dame qui m'a précédé, qui parlait tout à l'heure. Moi, j'estime, je voudrais qu'on se concentre sur un fait. Ça dit surtout pour le Sénégal, qu'on aille assez vite pour que la loi de finances ne soit pas votée par les parlementaires qui sont là. Parce que comme on vient de dire, là où ils font référence, ce rapport n'est pas encore défini. Le second aspect, est-ce que par exemple, il y a eu une situation qui s'est passée dans un autre pays où effectivement ce pays a eu à initier des actions allant dans le sens même de trouver des solutions pour que, par exemple, cette dette soit considérée comme une dette illégale et que, par exemple, qu'il y ait des mesures ou un dispositif en conséquence. Voilà de manière très ramassée ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je peux y aller, Sen? Il n'y a pas, oui, d'autre intervenant. Allez-y, Ben. Ouais. Salim Gaye, en fait, il faut fermer le micro. Oui, c'est vrai. Je les ferme au fur et à mesure, mais il y en a qui les réouvrent. C'est ça le problème. Bon. Bon. Moi, ce que je voulais dire... prendre la parole, hein? Je ne vois pas où est-ce qu'on peut demander la parole. Bon, c'est pas grave. Vous êtes qui? Alundien, je vous donne la parole après, d'accord? Allô? C'est Monsieur Dian, c'est ça? Ben, allez-y. Après, on lui donne la parole. OK. Moi d'abord, je voulais remercier les deux intervenants qui m'ont beaucoup appris. J'ai pris beaucoup de notes. Mais seulement, moi, il y a des questions que je me pose et je pense que tout Sénégalais lambda se les pose plus ou moins quand on n'est pas néophyte, quand on n'est pas expert en la matière ou bien quand on ne s'intéresse pas beaucoup à ces choses-là. C'est que quand l'État sénégalais dit qu'il y a une dette cachée, l'opposition répond, il y a un règlement de compte. Donc ça prouve bien que l'État tout seul ne peut pas gagner tous les Sénégalais dans la démarche de clarté, de traçabilité sur la problématique des comptes sans y associer le peuple, sans y associer de façon participative les gens de la société civile, les gens qui s'y connaissent, etc., les syndicats et autres. Non seulement ça nous regarde parce que c'est nous qui la payons, parce que les politiques ils sont bien contents, mais c'est nous qui payons la dette à chaque fois, c'est nous qui payons leurs erreurs et tout ça. Donc on a le droit d'être informés. Donc ça veut dire que l'idée de dire nous sommes au gouvernement, nous sommes au pouvoir et nous on va diriger comme on le pense et comme notre programme nous l'a permis, ça ne marche pas sur cette question-là parce que c'est une question d'ouverture, c'est une question de démarche participative, c'est une problématique d'être à l'écoute du peuple. Et ça, je crois que ce gouvernement, sur cette question-là, n'utilise pas cette démarche. C'est la première chose. Et en plus de ça, elle va sur le mur parce que les opposants disent que ça, en fait, c'est des règlements de compte, que ce n'est pas la réalité. Ça prouve bien donc qu'il faut s'ouvrir. Le deuxième élément, c'est de dire l'État, je ne comprends pas sa démarche. À un moment donné, j'avais cru que le fait de dire nous sommes souverains, nous ne payerons aucune dette, patati patata, tant que ce n'est pas clarifié,
Aujourd'hui, on a des émissaires de l'État qui vont négocier avec le FMI et qui attendent du FMI des réponses. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans? C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si l'État est à la recherche d'une démarche, s'il y a des contradictions au sein de l'État, quelle démarche prendre, ou en tout cas, ceux qui doivent diriger cette problématique, à savoir les finances et ceci et cela, eux n'ont pas une démarche bien précise et de dire on doit discuter avec le FMI parce que le Sénégal n'est pas capable d'affronter le FMI, parce que le Sénégal ceci, parce que le Sénégal cela, et qu'il faut essayer d'éviter ceux qui veulent mettre le feu au pays et travailler à négocier avec le FMI. J'ai l'impression que le Sénégal aujourd'hui, nos gouvernants sont dans l'impasse dans leur démarche de vouloir discuter avec le FMI, et le FMI leur ferme la porte puisque le FMI ne leur ouvre rien à ce jour-là. Et nous, on est en train de dire, on n'acceptera rien, mais le FMI nous a rien dit pour l'instant. Et le FMI ne veut même pas étudier notre dossier pour l'instant. Donc, au lieu d'aller les voir et de dire ceci ou cela, pourquoi on ne fait pas notre démarche nous-mêmes de faire un audit citoyen et de discuter entre nous et de voir les différentes possibilités qu'on a pour nous défendre au mieux et défendre nos intérêts et emmener les autres pays à voir clair au travers de notre expérience. Ça, c'est le deuxième point. Le dernier point, c'est je ne sens pas aujourd'hui qu'on puisse nous clarifier de façon effective. C'est-à-dire que j'ai aimé l'intervention de Abdoulaye. C'est la première fois que je voyais de façon assez claire à mon niveau la problématique. C'est qu'est-ce qui est dette, qu'est-ce qui n'est pas dette, qu'est-ce qui doit être répertorié, qu'est-ce qui n'est pas répertorié. Parce que quand on entend les opposants, eux, c'est de dire oui, mais vous dites que c'est une dette cachée. Mais ce n'est pas une dette cachée, vous êtes une bande de nazes, vous n'avez jamais dirigé un pays, vous venez d'arriver, toutes les dettes ne se référencent pas, toutes les dettes n'utilisent pas cette démarche, etc. Il nous faudrait des éléments qu'on puisse expliquer aux citoyens lambda. Qu'est-ce que c'est réellement la démarche pour avoir une dette? Qu'est-ce qui doit être consigné? Les CNO, le patati, le patala, toutes ces choses-là, la banque vers des actions, le CONO, la fameuse stabilité du système local, tout ça. On doit, de façon très claire, dans un langage très clair, emmener les gens à expliquer cela et à leur dire que la démarche n'a pas été respectée, voilà. Mieux même, il y a eu des déviances sur la démarche, voilà. Et je pense que si on fait ça, on va pouvoir emmener du monde parce que il ne faut pas que ce débat, vous l'avez tous dit, que ce débat soit un débat d'intellectuels ou un débat de techniciens, mais en même temps, il faudrait mettre en place les passerelles pour pouvoir aller vers les gens lambda, pour pouvoir faire des rencontres publiques. Nous en avons discuté avec Sen, on veut faire des rencontres publiques. Si on fait des rencontres publiques, il faut que notre message puisse passer. Et quand notre message va passer, je pense que les gens pourront nous soutenir. Nous prévoyons de faire une manifestation le 20 décembre. Si nous restons dans des termes très lunaires, là et autres, etc., les gens ne viendront pas. Il faut qu'on essaye de trouver les gens avec un langage très clair, à leur montrer que nous, on a intérêt à y aller et à montrer aussi, il faut le dire, les contradictions du gouvernement qui aujourd'hui, ils sont quand même dans une impasse. Ils ne savent pas quoi faire. Et que donc, non seulement ils ne veulent pas de comité parce que les députés, ils n'en parlent pas, ils sont là, c'est des députés de leur parti, ils valident ce que l'exécutif dit, parce que l'exécutif leur demande ça. Hein. Moi, je pense que il ne faut pas leur demander plus que ça. Nous n'avons pas des députés qui ont aujourd'hui le courage d'aller au-delà de leur liste partisane, parce que c'est leur liste partisane qui les ont emmenés au pouvoir. Aujourd'hui, vouloir se dissocier à la position de l'exécutif qui demande de voter et de dire non, tu votes pas, c'est assez compliqué pour un député parce que c'est pas si évident que ça, surtout dans le contexte où nous sommes, où les gens sont en train de se compter par rapport à des contradictions qui peuvent exister au sommet de l'État. Donc moi, je pense que nous avons un travail très important à faire sur lequel on doit montrer l'impasse dans laquelle on est au travers de la démarche de l'État qui n'est pas claire et au travers aussi du discours qu'on doit avoir pour mobiliser les gens et de dire que nous sommes dans une situation où nous devons suspendre tout paiement de dette et nous devons l'auditer avant tout. Désolé d'avoir été long. Voilà, merci. Donc, Alioune Dieng, je crois, c'est lui qui demandait la parole. Oui, voilà, merci, M. Sen. Donc, je suis Alioune Dieng de la Confédération des syndicats autonomes. Voilà, donc, dans le sillage de tout le monde, je voudrais déjà féliciter nos deux communicants, que sont M. Eric et El Hadj Abdoulaye Seck, pour la qualité de leur intervention. Mais je voudrais quand même, moi, dans le sillage du dernier intervenant, de l'avant-dernier,
appeler à plus de, comment dirais-je, à être moins catégorique. Voilà, parce que sur cette question, nous qui ne sommes pas des économistes, mais quand même nous sommes des citoyens sénégalais, nous avons besoin de comprendre déjà avant de nous engager à quoi que ce soit. Voilà, on ne peut pas, nous, syndicats, aujourd'hui, nous demander de nous lever et de prendre parti pour le gouvernement sur cette question sans pour autant en connaître les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, on nous parle de dettes cachées, de dettes illégales. M. Abdoulaye Seck est allé jusqu'à parler de dettes illégales et odieux et tout ça. Mais nous, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui est appelé, qu'est-ce qui est habilité aujourd'hui à qualité de la légalité ou de la non-légalité de la dette? Voilà, nous n'en savons absolument rien. Et je pense que sur cette question-là, nous avons besoin d'être clarifiés. Voilà, aujourd'hui, on nous parle de dettes cachées, qu'on nous dise comment cette dette-là a été cachée. Et l'autre partie aussi revendique des rapports, mais qu'on sorte ces rapports-là. Et que le citoyen lambda puisse comprendre les tenants et les aboutissants de cette question. Mais je pense que tant qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'on appelle déjà dette illégale, dette cachée, etc., il sera difficile de prendre position, d'autant que nous, travailleurs, en tout cas, il y a des problèmes essentiels sur lesquels nous attendons l'État et nous n'avons aucune réponse. Voilà, et je pense que pour nous, ces questions-là constituent la priorité en lieu et place de cette dette-là. Mais aujourd'hui, dire qu'il y a une dette qui est illégale, odieuse, cachée, et que sans le règlement ou la suspension de cette dette, on ne saurait faire face aux problèmes des citoyens sénégalais, je pense que nous, syndicats, en tout cas, de tels propos ne sauraient nous engager. Voilà, en tout cas, c'est la clarification que je voudrais faire. Oui, si on entend par audit, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui entoure cette dette-là, qu'est-ce qui est le vrai dans cette question, qu'est-ce qui est livré, et ensemble, avec tous les citoyens du Sénégal, voir clairement qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà, nous, en tout cas, c'est la position de la CSA par rapport à cette question. Merci. Voilà, merci. Je crois qu'on a quand même eu les interventions, en tout cas pour ceux-là qui souhaitaient intervenir de façon apparente. L'heure est en train d'avancer, on est à 19h26. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, si on devait résumer, bon, qui, à mon sens, doivent être clarifiées sur deux questions majeures qui ont été soulevées. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait par rapport aux organisations syndicales, bon, c'est la coalition des centrales syndicales donc, qui est intéressée à accompagner le processus. C'est pourquoi nous avons fait le lancement au niveau de la CNTS avec la présidence donc, de Mody Guiro, qui est le secrétaire général de la CNTS. Mais ça ne veut pas dire que seulement il y a la CNTS. Le fait que la CSA soit présente montre que c'est une coalition donc, qui est plus large. Il y a l'UDTS, il y a l'UNSAS, il y a la CNTS-FC, donc les 6 centrales les plus représentatives au Sénégal sont partie prenante du processus. Mais le processus, c'est l'audit citoyen de la dette qui va nous permettre effectivement de clarifier l'ensemble des questions. Pourquoi, comme en tout cas l'ont dit ceux qui sont intervenus comme panélistes, c'est ça la question centrale. La dette, elle retourne de quoi? Il faut regarder les conventions par lesquelles on s'est endetté. Et il faut regarder la destination de la dette. C'est en cela qu'Éric parle d'un audit intégral de la dette. Donc, je crois qu'il va revenir sur cette question. Ce dont on a besoin, c'est d'auditer la dette pour savoir cette dette, elle a servi à quoi? Dans quelle mesure elle a été empruntée? Quelles sont les conditions de l'emprunt? Est-ce que réellement l'argent a servi aux populations qui vont la payer? Donc, je crois que ce sont là les questions qui sont effectivement centrales. Maintenant, il y a une question qui est pendante, à mon avis, qui mériterait qu'on l'éclaircisse. C'est la question des 519 milliards dont parlait Saliou, sur lequel Alun est revenu, etc., l'histoire de la dette cachée. Mais nous, notre problématique, ce n'est pas seulement la dette cachée. Notre problématique, elle va au-delà de la dette cachée. Ce qui se passe actuellement demande que l'audit soit effectué
pour clarifier toutes les questions. À ce moment, je pense qu'il faut qu'au niveau africain, qu'on puisse voir comment faire pour construire un rapport de force global, parce que la situation que traverse le Sénégal, c'est la situation qui est traversée par les autres pays de l'Afrique. La question aujourd'hui de l'endettement, certainement Eric y reviendra, est une question qui intéresse l'ensemble du continent africain. Le Sud global, comme concept, je pense qu'il faut qu'on y travaille et qu'on aille ensemble. Et c'est ça l'intérêt, un peu, que nous puissions être avec les autres Africains sur cette question. Je vois Luc Mukendi qui est là, qui est donc de la RDC. Donc, les autres camarades du CADT me suivent. Mais il y a les syndicats au Ghana qui portent le processus. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille davantage à faire de sorte que les populations comprennent quels sont les enjeux. Et c'est sur ça que nous sommes en train de construire donc, toute cette problématique et qui fait qu'on veut faire des trucs publics, des séances de rencontres publiques. On veut le faire à l'université, on veut le faire ailleurs. Donc, je vais donner la parole à Eric d'abord. Ensuite, Abdoulaye Seck aussi pourra intervenir. Et si on a le temps, peut-être les gens peuvent réagir. Comme ça, vers 20h, on pourra arrêter ce webinaire. Merci. Eric, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Comme je disais au début, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis en contact avec des camarades sénégalais et sénégalaises et que j'étudie la question de la dette du Sénégal. J'avais commencé notamment par une année clé, 94, c'est la dévaluation du CFA de 50% décidée en dehors des autorités sénégalaises et imposée à toutes les populations de la région. Et je dois vous dire que je perçois un progrès absolument impressionnant dans la perception que vous avez des problèmes de votre pays et de la région. Je suis à 100% d'accord avec l'exposé donné par Abdoulaye Seck. Les différentes interventions qui ont suivi sont extrêmement riches et intéressantes. Je vais revenir sur 2 points abordés par Abdoulaye Seck et qui répondent en partie aux questions et notamment à l'intervention de Alioune Dieng. Abdoulaye Seck a dit que la dette réclamée au Sénégal, y compris la dette intérieure, est illégale. Et Alioune disait qui définit ce qui est légal ou pas légal. Et ce qui est illégal, c'est une dette contractée sans respecter l'ordre juridique en vigueur dans le pays et sur le plan international. Abdoulaye Seck a montré que différents éléments évidents dans la manière dont la dette a été contractée ou transformée, renouvelée, est frappée d'illégalité par rapport à l'ordre juridique et constitutionnel du Sénégal. Donc ça, c'est un premier élément. Comme on a peu de temps, je n'ai pas le temps de développer dans le détail, mais c'est tout à fait solide comme argument. Il a ajouté, et je suis d'accord avec lui, que cette dette est odieuse. On peut avoir une dette légale qui, tout en étant légale, est odieuse. Ici, il se fait qu'elle est illégale et odieuse. Qu'est-ce que c'est une dette odieuse? Comme il l'a dit très brièvement, mais c'est l'essentiel, une dette odieuse est une dette qui a été contractée contre l'intérêt de la population ou contre l'intérêt de la nation ou contre l'intérêt de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire contre l'intérêt de? Mais si la dette contractée à l'égard du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ou à l'égard des banques sénégalaises en banque intérieure, ça va financer des politiques qui dégradent les conditions de vie de la population, qui privatisent toute une série de services, qui mettent l'économie du pays en
à disposition des investisseurs étrangers qui ne transforment pas ce qu'ils achètent sur place et qui ne permettent pas l'industrialisation du pays, si donc la dette est contractée pour financer des politiques qui dégradent les conditions de vie de la population et n'améliorent pas l'économie du pays, on peut dire que cette dette est contractée contre l'intérêt de la population, contre l'intérêt de la nation, contre l'intérêt de l'État. Et le deuxième critère pour définir une dette odieuse, c'est la connaissance des créanciers en la matière. Et dans le cas du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, c'est évident, le FMI et la Banque mondiale dictent les conditions d'octroi des crédits et obligent les autorités du pays, en échange des crédits qui sont octroyés, de modifier le cadre légal du pays en déréglementant au maximum et en allant à l'encontre des services publics et de l'intérêt des petits et moyens producteurs locaux et des consommateurs en général. Et donc, évidemment qu'il y a une complicité, une connaissance claire et nette de la part du FMI et de la Banque mondiale des effets, des conditionnalités qu'ils fixent, parce que ça fait plus de 30 ans que ça dure, les accords renouvelés avec le Fonds monétaire international et les contrats auprès de la Banque mondiale. Et Abdoulaye, là, connaît mieux que moi la situation, mais il a mentionné l'attitude des financiers sénégalais eux-mêmes et a dit, à la différence de l'Équateur, quelque part, c'est plus simple au Sénégal de remettre en cause la dette, une partie de la dette qui est importante, parce que ce sont des créanciers locaux et donc on peut les identifier plus facilement et leur imposer des mesures qui correspondent à ce qu'il faut faire comme État si une dette est odieuse et illégale. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, justement, ça me permet de passer à la réponse à la question de Mamadou Ba, qui disait quel enseignement tirer de l'audit de l'Équateur notamment, et de la Grèce. Mais je vais me baser, parce qu'on a peu de temps, sur la question de l'Équateur. Vous êtes avec un nouveau gouvernement depuis maintenant 1 an et demi, si je ne me trompe, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si 2 ans ont déjà passé. Et vous êtes en train de construire quelque chose. Si je compare un mouvement pour l'audit citoyen, si je compare à l'Équateur, l'équivalent, c'est ce qui s'est passé en Équateur en 98-99. Et l'aboutissement, c'est ce qui s'est passé en 2006-2007. C'est-à-dire que ça a pris 6 à 7 ans. Dans un premier temps, on avait une initiative citoyenne pour l'audit de la dette, pour la remise en question de la légitimité de la dette et de sa légalité. Et dans le mouvement, ont surgi des personnes de plus en plus formées et capables d'aller vers la population et de convaincre, qui a mené finalement la population à élire un président, un candidat à la présidence, qui s'appelait Rafael Correa. Il a été élu en décembre 2006, qui a dit à la population, si vous m'élisez, je m'engage à prendre des mesures pour que le pays ne continue pas à payer une dette illégitime ou illégale ou odieuse. C'est parce que la situation avait mûri dans l'esprit de la population que quelqu'un venant avec ses propositions, et qui étaient des propositions radicales, a été porté au gouvernement et a été porté entouré d'un mouvement. Il a pris comme ministre des Finances quelqu'un qui était un prof d'anglais, ce n'était pas un économiste au départ, mais il l'a pris comme ministre des Finances parce que cette personne
avait animé le comité d'audit citoyen de la dette dans sa région qui est Guayaquil, qui est la ville la plus économique, la plus importante du pays. Et on a eu un gouvernement solide. Et qu'est-ce que qu'est-ce que Rafael Correa, le président légitimement élu, a fait? Il a expulsé le représentant permanent de la Banque mondiale. Il a dit au Fonds monétaire international, vous quittez les locaux de la Banque centrale et vous trouvez des locaux que vous louez vous-même. Et il a rédigé, avec la participation des mouvements citoyens, un projet de décret présidentiel qu'il a finalement adopté pour instituer une commission d'audit intégrale de la dette, qui nous a donné un mandat pour identifier la partie illégitime et illégale de la dette. On a travaillé 14 mois, on a présenté le résultat de nos travaux, le gouvernement en a discuté et a décidé de suspendre le paiement d'une partie de la dette que nous avions identifiée comme illégitime. Et en faisant cela, il a remporté une victoire contre les créanciers et a obtenu une réduction très importante de la dette sans qu'il y ait de représailles ou de chaos économique. Au contraire, on a connu une croissance économique et une augmentation des dépenses dans le secteur de l'éducation, de la santé, une augmentation du salaire minimum légal. Tout ça permis parce que on libérait des moyens financiers parce qu'on avait réduit fortement la dette et donc le service de la dette. Et donc c'est ça l'enseignement. Et c'est par ça que je vais terminer. L'audit citoyen de la dette est une étape dans la construction d'un mouvement plus profond qui devrait aboutir à avoir un gouvernement convaincu de poser des actes défiant les créanciers. Et c'est le tout dernier point que j'aborde. Il n'y a pas un tribunal international de la dette. Ce qui se passe, c'est lorsqu'il y a une victoire en matière de dette, c'est quand on a un gouvernement qui fonde sur des arguments de droit interne et international des actes souverains unilatéraux de suspension ou de répudiation ou de restructuration unilatérale de dette. N'attendez pas du FMI et de la négociation avec le FMI que le FMI dise « Ah oui, on vous a compris, ce qu'on vous réclame n'est pas légitime et on va l'annuler. » Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais de la part de la Banque mondiale. Ça n'arrivera jamais des banquiers. Ça arrivera si un gouvernement légitimement soutenu par la population sur la base d'arguments solides dit « Moi, maintenant, en tant que gouvernement légitime et à la tête d'un État souverain, j'exerce le pouvoir que m'a confié la population, à savoir de la libérer d'un fardeau qui est insupportable, de manière à pouvoir mener d'autres politiques qui, elles, soient favorables à la population. » C'est ça ma conclusion. C'est-à-dire que le travail que vous entamez maintenant est extrêmement important et le résultat, c'est quand on arrivera à ce qu'un gouvernement, quel qu'il soit, mais légitime, fidèle à la population, et tant mieux si c'est le gouvernement actuel qui prend conscience de ça et qui pose des actes, décide de dire aux créanciers, on arrête de vous rembourser parce que ce que vous nous réclamez est illégal et odieux. C'est ma conclusion et encore merci pour l'invitation. Merci Eric, merci des réponses. Je pense que nous allons tenir compte de tout ça et nous ne manquerons pas en tout cas de vous solliciter. Merci de votre disponibilité. Et comme vous dites, c'est vraiment un travail sur le long cours, mais je pense, comme vous dites, on aura l'appui donc du CRDTM et donc de l'ensemble des experts qui sont au niveau international sur cette question. Alors, je vais donner la parole à Abdoulaye Seck qui va aussi réagir pour aussi répondre aux questions qui ont été soulevées.
Merci encore une fois, Eric. Merci beaucoup Abdoulaye Sen et merci beaucoup à Eric aussi. Donc, je pense qu'il a répondu à une partie des questions qui m'étaient adressées. Et aussi, merci à tous les intervenants donc, pour la qualité de leur communication. Déjà, je tenais aussi à accepter tout ce qui a été dit. Par exemple, je suis tout à fait d'accord qu'il faut publier le rapport Mazars. Je le dis, je le redis depuis lors. Je pense que je l'ai dit à tout le monde. Il faut publier ce rapport Mazars-là. Ça, c'est un exercice de transparence. Et au-delà même du rapport Mazars, j'ai l'habitude de dire que, par exemple, il y a d'autres rapports, par exemple, aussi à publier. Parce que, par exemple, comme vous le savez, depuis juin 2024, nous n'avons plus les bulletins statistiques de la dette. Donc, les bulletins statistiques de la dette sont publiés tous les 3 mois. Mais depuis juin 2024, on n'a plus les bulletins statistiques de la dette. Donc, il faut aussi sortir ces bulletins statistiques de la dette-là. Maintenant, oui, en ce qui concerne l'appropriation de ce sujet par les masses populaires, je suis tout à fait d'accord qu'il nous faut faire des efforts. Et ces efforts-là, comme l'a dit Benjamin, je pense que aussi ça commence par ces initiatives-là. Déjà, ce comité d'initiative, je pense que nous devons renforcer ce comité d'initiative. Ceux qui ne sont pas membres de ce comité d'initiative et qui sont intéressés à y contribuer scientifiquement et intellectuellement, donc doivent aussi se signaler peut-être. Et aussi, les membres de ce comité d'initiative, je pense que Benjeloun, Abdoulaye, Eliman, Suleiman, à la fin de cette rencontre aussi, ils vont communiquer le plan d'action parce qu'ils ont établi un certain plan d'action pour pouvoir prendre à bras le corps ce plaidoyer. Et je pense que donc, pour répondre à cette question, donc ça commence par ces initiatives-là. Et maintenant, Benjeloun a raison de dire que, par exemple, nous aussi peut-être, spécialistes, nous devons aussi nous devons venir en appoint. Nous devrons aussi peut-être fournir des éléments de langage pour permettre justement que le message puisse passer, et aussi nous devons adapter notre communication donc à la cible. Nous devons adapter notre communication. Nous devrons utiliser aussi les canaux qui sont actuellement les canaux les plus utilisés par les populations pour pouvoir parler un message simple, accessible et peut-être dans les différentes langues nationales. D'accord? Pour sortir justement de ce carcan intellectuel. Moi, je suis très mal à l'aise quand le débat est intellectuel, quand le débat est technocrate, mais des fois aussi, il faut savoir véritablement montrer qu'en réalité, que nous avons des arguments à faire valoir. Nous avons des arguments à faire valoir devant n'importe quel créancier. Et ce qui me permet justement de répondre à ce que j'ai dit au début de mon allocution. Je pense que j'avais très bien précisé que, à cette étape, il est prématuré de qualifier la dette. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un comité d'audit citoyen de la dette pour approfondir le sujet et formuler des recommandations. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Et ensuite, je dis que personnellement, en tant que chercheur, je travaille sur ce sujet. Je sais ce qui s'est passé au Sénégal, que primo, c'est une dette illégale pour le moment. Il suffit d'aller à la page 37 du rapport de la Cour des comptes pour savoir que pour le moment, c'est une dette illégale. Et ensuite, je dis que personnellement, je sais que ce qui s'est passé au Sénégal, et Eric, fort de son expérience dans différents pays, il sait qu'en réalité, nous avons en face de nous une dette odieuse. Mais à cette étape actuelle, pour le comité d'audit citoyen, et ce n'est plus là Abdoulaye Seck, c'est le comité d'audit citoyen de la dette qui porte son plaidoyer, à cette étape, c'est de porter le plaidoyer pour la mise en place d'un comité d'audit citoyen de la dette avec différents spécialistes, avec les forces sociales, les travailleurs, les organisations patronales, les organisations de la société civile, les organisations de l'État et tout, donc pour qu'on puisse à leur niveau, mais véritablement se challenger, voir ce qui s'est passé, définir les termes de référence, la méthodologie de travail, et in fine, comme avec le cas équatorien, donc ils vont formuler des recommandations. Par exemple, l'État équatorien n'avait pas suivi à la lettre toutes les recommandations d'Éric et de leurs collègues, par exemple. L'Équateur n'avait pas suivi à la lettre toutes les recommandations du collectif. Donc, pour vous montrer que nous, là, maintenant, ce sera une responsabilité purement politique et à le niveau, ils vont s'engager. Et par exemple, ce qui est important aussi avec le cas équatorien, c'est que ça permet en quelque sorte une sorte de refondation de l'État équatorien parce qu'à la suite de cette expérience, mais la constitution même équatorienne a été changée. Donc, pour vous montrer qu'en réalité, il y a même des enjeux de refondation de notre État, l'État que nous avons. Donc, comme je le dis, à cette étape, donc l'heure est à l'approfondissement du débat et justement, mettre en place un comité d'audit citoyen de la dette va nous permettre de sortir des débats partisans sur la dette cachée ou le rapport caché. Non, nous actuellement, notre débat, c'est que nous avons une dette insoutenable. D'ici 2028, nous devrons payer 14 870 milliards. Actuellement, d'ici 2026, nous avons 15% de la dette qui arrive à maturité, à échéance. Donc, pour le moment, l'urgence, c'est de se transcender. C'est pourquoi j'ai aimé le fait que le comité ait écrit aussi bien au groupe parlementaire passif, mais aussi au groupe parlementaire de l'opposition Takku Wallu et aux non-inscrits. C'est très important de les saisir pour les montrer qu'en réalité, c'est un débat national. Il nous faut un sursaut national.
en parlant de sursaut national, j'ai aimé aussi cette semaine la contribution de l'organisation Sursaut citoyen. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais là-bas aussi, il n'y a que des... Il y a l'ancien Premier ministre, Mamadou Lamine Loum, et vous vous rappelez justement du fameux plan Saholom. Mamadou Lamine Loum, il y a aussi le doyen Mamadou Mbodj, les organisations de la société qui sont dans Sursaut citoyen, et eux, ils applaudissent l'audit citoyen de la dette, c'est très important. Et je pense qu'il y a donc des plages de convergence entre notre initiative et aussi leur initiative d'audit citoyen de la dette. Pour vous montrer que, donc, en quelque sorte, ce qu'on dit en Wolof montre le bas, donc, je pense que, donc, pour le moment, il faut mettre en place l'audit citoyen de la dette pour dépasser les débats partisans. Parce qu'il y a certains qui disent que c'est une dette. Non, actuellement, le débat, c'est la soutenabilité de la dette. Nous ne pouvons plus continuer à endosser cette dette-là. Parce que, comme vous le savez, par exemple, quand je faisais le lien avec les travailleurs, les syndicats, pourquoi je disais que, justement, les travailleurs doivent plus s'impliquer dans ce débat-là, c'est que si vous prenez la LFR 2025, le gouvernement avait prévu un montant de 500 milliards pour l'appurement de la dette intérieure, par exemple. Et nous savons tous les avantages de l'appurement de la dette intérieure pour les travailleurs, les patronats et tout, le cycle économique et tout. C'est très important. Mais imaginez en 2026, 516 milliards prévus pour le remboursement d'une dette suite aux conclusions d'un rapport qui n'est pas encore rendu public, par exemple. 516 milliards, l'équivalent peut-être de l'appurement de la dette en 2025. Donc, pour vous montrer que donc, il y a matière véritablement à ce que toutes les couches sociales se mobilisent pour qu'on puisse en réalité arrêter cette hémorragie-là, stopper cette hémorragie, discuter entre nous, formuler des recommandations, bâtir un consensus fort. C'est le moment au Sénégal de bâtir certains consensus forts. Et je pense qu'actuellement, nous sommes à un moment historique avec cette dette-là, parce que nous avons vécu, ce n'est pas la première fois aussi que le Sénégal vit cette crise de la dette. Vous vous rappelez des années 80, ce qui nous a plongé dans les plans d'ajustement structurel. Et par la suite, le Sénégal a bénéficié de l'initiative PPTE. Et en réalité, il y avait des non-dits sur cette initiative PPTE. Parce que cette initiative PPTE, on nous a dit que voilà, on a annulé une dette de l'État du Sénégal, par exemple, qui était un des pays éligibles en 2000 et ensuite en 2004, le Sénégal a atteint le point d'achèvement. Mais en réalité, par exemple, si vous prenez juste, par exemple, le Club de Paris, mais en réalité, ils ont certes annulé 127 milliards de la dette du Sénégal, mais 336 milliards ont été rééchelonnés, par exemple. Ils n'ont pas été annulés, ont été rééchelonnés. Et pendant ce temps-là, par exemple, le Sénégal, justement, pour répondre, pour entrer dans la même dynamique que Eric, pour être éligible à cette initiative PPT en 2000, il fallait obligatoirement pour le Sénégal et pour tous les autres pays avoir ce qu'on appelle les DSRP, les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui devraient être obligatoirement validés par le FMI, le Fonds monétaire international, pour ensuite avoir un programme avec décaissement pour faire le lien avec l'actualité au Sénégal. L'actualité, c'est que le Sénégal doit avoir forcément un programme avec décaissement avec le FMI. Mais à l'époque, il fallait donc un programme avec décaissement avec le FMI et ensuite consigner un DSRP qui serait validé. Et d'ailleurs, c'est le FMI qui avait des modèles standards des DSRP pour tous les pays. Donc, les pays s'ajustaient en fonction de leur réalité. Mais en réalité, les DSRP, c'était le nouveau nom des plans d'ajustement structurel. Parce que tenez-vous bien, le Sénégal, par exemple, a lancé son DSRP, a envoyé son DSRP au FMI en décembre 2022. Donc, nous avons expérimenté les DSRP de 2003 à 2010. Mais par exemple, pour l'initiative PPT, on a atteint notre point d'achèvement en 2004 parce que de 2003 à 2024, le Sénégal a accéléré les réformes qui étaient consignées dans ce DSRP. Par exemple, une des réformes qui était consignée dans ce DSRP, c'est que le Sénégal était obligé de privatiser 11 entreprises publiques. 11. Et tenez-vous bien, en un an, pourquoi le Sénégal a atteint le point d'achèvement en 2004? En un an, le Sénégal a privatisé toutes les 11 entreprises publiques, dont la Sonacos. Pour montrer qu'en réalité, c'était le nouveau nom du plan d'ajustement structurel. C'est pourquoi il faut faire attention avec les peut-être initiatives de restructuration prises par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et justement, le peuple et l'État, de concert avec l'État, c'est à nous de prendre notre initiative souverainement. Et justement, ça passe par la mise en place d'un audit citoyen de la dette pour ensuite formuler toutes recommandations possibles, qualifier la dette et ensuite permettre justement à nos générations futures de ne plus revivre cette crise de la dette et de sortir définitivement de cette situation-là et libérer des marges de manœuvre qui vont nous permettre de financer l'éducation, la santé et les infrastructures, logements, etc. Donc, je vous remercie aussi pour votre attention et je pense que nous aurons l'opportunité la prochaine fois de mieux développer et ensuite les autres initiatives seront là, le plan d'action et nous, il nous fera toujours plaisir de contribuer à la hauteur de notre savoir.
Abdoulaye, Abdoulaye, merci. Je crois que Abdoulaye, il y a Eliman qui voulait demander la parole là, rapidement. Je ne sais pas si on peut lui donner la parole. oui, on peut lui donner pour peut-être 2 ou 3 minutes, comme ça on va faire la conclusion. Parce que Eliman, à 53, Eliman, tu peux y aller. Eliman, ouvre ton micro, tu peux y aller. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Merci Ben, merci Abdoulaye. Mais surtout, merci à Eric et Abdoulaye Seck pour ces pertinentes contributions. Encore à Eric surtout pour avoir formulé un soutien par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui ici au Sénégal. C'est très important compte tenu de son expérience personnelle dans d'autres pays pour aider à mettre en place cette idée de citoyen. Je voulais effectivement insister, Abdoulaye l'a parfaitement démontré pourquoi effectivement nous autres citoyens sénégalais, nous devons nous organiser et nous mobiliser davantage pour prendre en charge cette affaire. Parce qu'il a dit, la Constitution nous le demande, mais également parce que aussi ce type de turpitude-là de nos représentants politiques, c'est nous autres, les citoyens, qui en payons les pots cassés et qui prenons en charge l'effort de remboursement de la dette. Vous l'avez vu déjà, la stratégie de notre gouvernement actuel, c'est voilà, de nous pressuriser. Donc, le presse avec toutes ces taxes-là, c'est en réalité pour nous permettre de payer cela. Alors, donc, c'est pourquoi c'est important. Il faut aussi préciser que, parce qu'il y a un des intervenants qui a semblé dire ça, que l'initiative a été prise pour supporter le gouvernement. Loin de là. Parce qu'il faut être clair, c'est une initiative citoyenne. Ce qui est important ici, c'est quelle est la responsabilité du citoyen dans cette situation. Après que la responsabilité de nos représentants ait été de nous mettre dans cette situation. Mais 2 fois. La première fois, c'est que le régime d'avant, parce que sous Macky Sall, quand même, la dette a été multipliée par 3. Ce qu'il a trouvé ici en 2012 et ce qu'il a laissé en 2004, la dette a été multipliée par 3. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'actuel gouvernement aussi, dans la loi des finances rectificatives 2025, a pris en charge... Allô? Allô? Vas-y, Eliman. Eliman, vas-y. Oui, d'accord. A pris en charge cette dette que le gouvernement lui-même a qualifiée de dette anormale et dette cachée, etc. Dans la loi de finances rectificative d'abord 2025 et également ce qui est prévu sur la loi de finances 2026. Donc, est-ce que c'est normal, après avoir dit que cette dette est irrégulière, de la reconsidérer dans la loi de finances? Alors, donc, voilà. Donc, c'est en réalité, ce n'est pas un soutien au gouvernement qui est en place aujourd'hui, mais c'est une assumation de la responsabilité du citoyen. Parce que ça, depuis qu'on l'a dit dès le début, bon, c'est vrai, beaucoup ont raillé, on dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos citoyens? Mais aujourd'hui, l'évolution des choses nous a donné raison. On a laissé le gouvernement faire depuis, ils sont revenus avec le FMI, impasse, absolument rien qui sort de cela. Et maintenant, on nous dit, oui, est-ce qu'il faut restructurer ou pas? Donc, c'est maintenant que beaucoup de citoyens commencent à se dire, mais tiens, cette affaire commence à être sérieuse, il faut qu'on s'en occupe. Fort heureusement qu'il y avait déjà l'initiative. Maintenant, je voulais insister sur un élément, c'est-à-dire pourquoi on doit qualifier cette dette d'illégale. Parce que tout simplement, alors, la Cour des comptes, dans son rapport, à la page 37, Abdoulaye l'a parlé, a clairement dit qu'il y a une importante dette bancaire contractée hors circuit budgétaire. Et dans le texte, il dit, mais qu'est-ce que dit notre Constitution? Et qu'est-ce que dit la loi organique 2020-07 concernant les lois de finances? C'est ça qui permet de dire que c'est illégal. Parce que la Constitution nous dit que toute dépense ou tout emprunt fait en dehors du circuit budgétaire est illégal. Toute modification, même significative du budget, nécessite une loi de finances rectificative. Donc, d'abord, c'est au niveau de la Constitution
du Sénégal qu'il y a un problème. Aucune dépense de l'État ne peut être effectuée qu'en vertu de la loi. Et la loi organique 2020 est beaucoup plus précise sur plusieurs articles, mais elle est surtout sur l'article 38 qui concerne les emplois publics. L'État ne peut contracter ou garantir un emprunt qu'en vertu d'une loi. Tout emprunt doit être autorisé par une loi de finances ou une loi spécifique. Donc, la Cour des comptes a dit que, ce qu'elle a dit, que des engagements ont été faits hors circuit de l'État, budgétaire. Donc, on n'hésite pas à dire qu'effectivement, on est ici en face d'une loi, d'une dette qui est illégale. Bon, maintenant, donc ça, c'est clair, mais effectivement, comme les camarades l'ont dit, le processus de l'audit va établir ça de façon plus claire. Et c'est donc cela, de ce cas, il s'agit. Maintenant, je pense qu'il y a une chose, je ne sais pas si Eric est encore là pour répondre à une question, parce que la question, c'est le contexte politique des autres pays, comme Équateur, on peut aussi citer l'Islande. Hein. C'est vrai qu'il y a une volonté politique déjà de mettre en place l'audit citoyen. Mais dans le cadre du Sénégal, on n'a pas encore cette volonté politique. Parce que les initiatives qui ont été prises, Abdoulaye l'a rappelé, tous les courriers qui ont été faits au président de la République, à l'Assemblée nationale, etc., sont restés lettres mortes jusqu'à présent. Alors, à partir de là, quelles ont été dans les expériences passées le facteur déterminant du côté citoyen pour aller jusqu'au bout d'un audit citoyen de la dette? Bon, heureusement, au Sénégal, on remarque qu'il y a un regain d'intérêt des citoyens par rapport à cette problématique-là, et je pense que ce sera facile de mobiliser à partir de là, comme effectivement il y a un plan d'action sur lequel nous espérons que les Sénégalais vont se mobiliser pour prendre en charge leur affaire, parce que ce sera que les Sénégalais qui vont effectivement prendre en charge intégralement l'effort de remboursement de cette dette. Voilà ce que je voulais ajouter, et je vous remercie encore et vous félicite, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Eliman. Merci, Eliman. Sen, il y a quelqu'un de l'association internationale qui est au Congo, je crois, qui veut intervenir. On peut lui donner la parole? C'est Luc, on lui donne pour 2 minutes aussi. Hein? Oui. Ok, bah on lui donne la parole. Luc Mukendi. Vas-y, Luc. Oui, bonsoir à tous. Et bonsoir. Vous m'avez donné que 2. On t'entend mal, Luc. Il y a un problème de connexion. Le son n'est pas bon, Luc. Le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Abdoulaye, en attendant qu'ils prennent la suite, qu'ils reviennent, il y a une question pertinente qui a été émise là sur le chat. C'est quoi la suite, les perspectives, si tu peux en parler? Et voilà, donc la perspective, d'ailleurs, je pensais que c'est toi qui avais mis un peu le flyers. Ça veut Oui, dire je l'ai. Le 8, on va aller vers un autre webinaire, cette fois-ci avec la modération de Eliman, avec la participation de Ndongo Samba Silla, Lamine Sagna, et il y a aussi Abdou Sissé. Pour ceux qui regardent un peu, il a fait une contribution, je crois, sur aujourd'hui les problèmes de compensation de la dette. Donc, ça pose des questions d'actualité liées un peu à la dette qui est aujourd'hui discutée au niveau interne. Après le 8, le 13, il y a quelqu'un, je pense Abdoulaye Seck, qui a parlé de Soto. On va aller vers une conférence publique aussi, bon, sur la question en rapport donc avec les gens de sursaut. Bon, et ensuite, nous pensons qu'il faut aller vers une manifestation publique le 20. Nous sommes en train de préparer, en tout cas, cette question pour qu'il y ait une marche où on va définir le lieu,
et comment cela va se passer pour le 20. Pour dire donc qu'il y a un tableau. En dehors de ça, il y a ce que nous appelons des rencontres publiques citoyennes. Et là, nous visons un peu l'université. On avait pensé un peu à Malika, etc. Donc, voilà un peu, vraiment, c'est autant de choses que nous voulons faire. Moi, ce que je voulais y ajouter, c'est en rapport, en tout cas, avec au moins ces ressorties de la réunion, une lettre ouverte aux députés sur la question de la LFI, de la lettre de finances initiale qu'ils sont en train de discuter, et notre interrogation sur la pertinence à reconduire une dette qui quand même pose problème. D'abord, il faut demander la publication des rapports Mazars et donc des autres rapports, pourquoi pas, et demander encore la mise en place du comité pour l'audit de la dette, mais leur demander de suspendre le paiement quand même de cette question, parce qu'il n'y a aucune clarté sur ça. Ils ne doivent pas s'engager, à la limite, à légaliser quelque chose qui est illégal. Donc, du coup, je pense qu'il faut qu'on en rediscute peut-être dans le cadre de nos rencontres d'ici 2 ou 3 jours, mais j'estime qu'il faut cette lettre-là d'interpellation de l'Assemblée nationale. Bon, au total, Luc, malheureusement, je crois que son micro n'est pas bon. Donc, il faut se féliciter quand même de cette rencontre. Je pense que c'est une avancée parce qu'il y a eu plus de 34 participants au total, même si certains après sont partis. Bon, les interventions d'Éric et d'Abdoulaye sont des interventions extrêmement pertinentes dans ce qu'ils nous ont apporté. Et je crois qu'il faut construire le rapport de force au niveau citoyen. C'est pourquoi je pense que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas mauvais. C'est comme ça que les choses se construisent, parce qu'il a montré qu'à l'Équateur, c'est en fait un processus qui a démarré en 1998 et qui a été mis en place en 2004 ou 2006. Du coup, nous ne sommes pas dans la même temporalité, mais je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est à mon avis une chose qui est importante et qu'il faut continuer, en tout cas à le construire. Ça nous permettra d'arriver certainement à ce que le gouvernement sache qu'il faut mettre en place ce comité d'audit et je pense sortir l'ensemble des données qu'il y a sur la question pour que le débat puisse être un débat dont les citoyens s'approprient. Bon, merci à tous. On a fait 2 heures, comme on l'avait dit. Je vous convie au webinaire du 8 qui va aussi développer la même problématique. Abdoulaye, juste Eliman a posé une question à Eric peut-être. Eric peut répondre. Eric, est-ce qu'il est là? C'est ça le problème. Eric, s'il est là, s'il peut répondre. Je pense qu'il était Eric, j'ai l'impression qu'il est parti. Eric est là, il est là. Ah ben voilà, donc Eric va répondre à cette question de Eliman. J'ai bien entendu la question sur le contexte politique, notamment de l'Équateur. Je pense qu'un contexte politique, ça se construit évidemment. Et ce que vous êtes en train de tenter peut jouer dans le bon sens, comme l'action de nos collègues en Équateur en 98 a fini par aboutir à des résultats très importants en 2005-2006. Mais c'est clair qu'on est le contexte, nous ne le faisons pas. Nous intervenons dans une atmosphère générale qui, d'une certaine manière, dans votre pays, est favorable parce qu'il y a une attente très importante de la population en matière de changement. Donc, ça devrait être possible, si vous réalisez bien les tâches que vous fixez, de progresser et effectivement d'avoir un impact sur les parlementaires, sur l'exécutif et surtout sur la population qui, par la pression qu'elle peut exercer, par les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, les différentes organisations de femmes, de jeunes, on a parlé d'aller vers les universités et la jeunesse, tout ça est absolument décisif pour créer un contexte qui finalement sera favorable. Alors,
tous mes encouragements dans cette perspective-là. Voilà, Merci beaucoup. Je pense qu'il a répondu un peu à la question que Eliman posait. Bon, je remercie tout le monde au nom en tout cas du comité d'initiative. Je pense qu'il faut se féliciter et remercier l'ensemble des participants, ceux qui nous ont rejoints, c'est ce qu'on n'a pas entendu, parce qu'il faut qu'on revienne le 8, on va faire la même chose, mais en même temps, on construit donc cela au niveau donc, des citoyens, donc dans des rencontres que nous voulons publiques, où nous allons échanger. Certes, il faut travailler sur, comme on dit, sur les éléments de langage pour que ça soit plus accessible à tout le monde, mais j'avoue que ce qui mobilise les gens, c'est souvent pas la connaissance de la question, mais ce qu'il y a comme injustice autour qui fera que les gens vont se mobiliser parce qu'on ne peut pas se lever, emprunter pour les gens, les réprimer sur ce qu'on a emprunté et demander à ce que ces mêmes personnes le payent. Donc, il faut qu'on travaille à ce qu'on comprenne ce qu'il y a comme injustice autour de cette question. Et je crois que ça, c'est un travail qui va nous permettre d'avoir en tout cas les masses populaires avec nous. Avec les syndicats, il faut élargir l'audience. C'est vrai qu'on a 5 centrales, mais nous allons vers les syndicats d'enseignants de la santé. Je crois que ça aussi, ça fera partie des prochaines étapes. Nous allons faire des rencontres avec ces organisations pour développer davantage la problématique. Merci. Ben, je vous redonne la main. Donc, merci. Qu'on puisse clôturer. Pour arrêter le Zoom. Il n'y a pas de souci. Voilà, on vous remercie tous. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Au revoir, bonne fin de soirée, bonne continuation. Merci. Okay, merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.